messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 20h. Un communiqué du chef de l'État, c'est avec son porte-parole, le professeur Tarcisse Kassongo Mwema Yamba Yamba. Communiqué de la présidence de la République. Consécutivement à l'adresse à la nation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, du vendredi 23 octobre 2020, il est porté à la connaissance du public que les consultations présidentielles annoncées vont débuter ce lundi 2 novembre 2020. L'ordre de réception des différents regroupements, associations, corporations et personnalités est indiqué dans les invitations qui leur ont été adressées. Fait à Kinshasa le 30 octobre 2020, professeur Dr Désiré Cachemire Colongel Hébérande, directeur de cabinet intérimaire. Le Premier ministre Ilunga Ilukamba a déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances pour l'exercice 2021, un budget de l'ordre de 6,9 milliards de dollars américains, travaillé en concertation avec les partenaires extérieurs dont le FMI. Reportage Sylvie Moembo. Plus de 30 jours de la clôture de la session ordinaire de septembre 2020, le bureau de l'Assemblée nationale a réceptionné le projet de loi des finances exercice 2021. Devant le speaker de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda Lioko, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a souligné le caractère réaliste de perspectives ainsi retenues. Le projet de budget 2021, sa configuration se présente de la façon suivante. Il est présenté, comme l'exige la loi, en équilibre recettes-dépenses et il s'analyse en termes de ces 6,9 milliards. Donc c'est un budget réaliste qui présente une progression par rapport au projet de budget rectifié qui a été présenté ici par le vice-premier ministre, ministre du budget. Et donc nous avons pu, en discussion avec les partenaires financiers, notamment le Fonds monétaire international avec qui nous sommes en programme, et nous nous engagerons, une fois voté, à ce que nous puissions le réaliser conformément à la loi qui sera promulguée. À tout cela, nous avons depuis, si vous suivez les comptes rendus du gouvernement, toutes les 2 semaines, il y a le vice-premier ministre, ministre du budget, présente au niveau du Conseil des ministres les efforts déployés par le gouvernement pour la mobilisation des recettes, et dans ces efforts, il y a la lutte contre la corruption. Il faut rappeler que le projet de budget exercice 2021 constitue la principale matière qui justifie la convocation de la session ordinaire de septembre. Et juste à côté, c'est-à-dire au Sénat, c'est aujourd'hui que le calendrier des travaux de la session de septembre 2020 a été adopté et la répartition des matières en commission a été faite. D'autres détails avec Eugénie Dadachaban. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Le calendrier des travaux de la présente session ordinaire est adopté. Je rappelle que ce calendrier reste ouvert et toute nouvelle matière pourra y être ajoutée au cours de la session. Le calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2020 et les matières réparties en commission ont été adoptés par tous les sénateurs. C'était au cours de la plénière de ce vendredi 30 octobre 2020 sous la présidence de l'honorable Alexis Tambo Mwamba. Parmi les matières réparties en commission, on peut citer les projets de loi portant amnistie pour les faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. La proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement du tribunal anticorruption et la proposition de loi sur la transplantation des organes, des tissus et des cellules des corps. Pour ce qui est des contrôles parlementaires, il est prévu les questions écrites, les questions orales et les questions orales avec débat sur la situation actuelle de certaines entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, sur les projets de desserte de certains pays d'Afrique en eau de surface de la RDC, pour ne citer que cela. S'en est suivi la validation des mandats du premier suppléant de feu le sénateur Pierre Lumbi, décédé il y a peu.
Après les rapports de la Commission administrative, politique, judiciaire et des droits humains, PAJ, le mandat de M. Mapenzi Manono, le premier suppléant de feu l'honorable Pierre Lumbi, a été validé. Il va désormais siéger comme sénateur. Le dernier point de la plénière était l'audition du rapport administratif et financier du bureau du Sénat. Rentrée judiciaire aujourd'hui vendredi au Conseil d'État, l'ouverture de l'audience solennelle et publique placée sous le thème « Les premières décisions phares du Conseil d'État » a été présidée au nom du chef de l'État par son DIRCAB, son directeur de cabinet ad intérim, Désiré Cachemire et Bérande. On fait le point avec Elvira Panzou et Coco Molichou. L'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire 2020-2021 a eu lieu ce vendredi 30 octobre 2020 dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères à Kinshasa. Cérémonie présidée par le premier président du Conseil d'État, Félix Vundawe, TP Mako, devant Désiré Cachemire et Bérande Kolongele, directeur du cabinet AI, représentant du chef de l'État, devant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, représentant du Premier ministre, le membre du bureau du Conseil supérieur, le président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil économique et social, le membre des institutions d'appui à la démocratie, les honorables députés, membres du gouvernement et des corps diplomatiques. Dans son discours, le premier président du Conseil d'État a fait savoir que le Conseil d'État est une des juridictions de l'ordre administratif de droit commun placée au sommet des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs. La première décision phare du Conseil d'État, tel est le thème de ces jours, car cette rentrée judiciaire a permis de passer en revue l'ensemble de son œuvre, de manière à s'attarder sur celle de ses décisions phares, dont d'ailleurs certaines d'entre elles n'ont pas fait l'unanimité et continuent même à alimenter la controverse dans l'opinion. Pour mesurer l'ampleur du travail abattu par le Conseil d'État 10 ans à partir de son installation, il importe, selon le premier président, d'en établir d'abord un bilan statistique, ensuite un bilan technique à partir de celle de ses décisions phares et enfin dresser des perspectives d'avenir. Ceci sera d'un apport certain dans la qualité de gestion aussi bien de nos provinces, de nos entités territoriales décentralisées. Sur ce, je déclare ouverte l'année judiciaire 2020-2021 du Conseil d'État. Et je vous remercie. Le Conseil d'État a réaffirmé clairement ses compétences, aussi bien en appel de toute décision rendue en premier ressort par les cours d'appel actuelles. Avec ces bilans, le premier président du Conseil d'État a formulé ses vœux aux autorités du pouvoir exécutif, particulièrement le Premier ministre, d'entamer les processus d'installation effective des juridictions de l'ordre administratif inférieur, car la justice demeure le socle d'un État des droits, dit-on. Et aux dernières nouvelles, nous apprenons que le groupe 6 Dinga 1 vient d'être remis dans le réseau cet après-midi même. Cette machine est en train de débuter sa puissance de 55 MW grâce à la main-d'œuvre locale signée SNEL SA. Inga 1 compte actuellement 6 machines sur 6 qui tournent en plein régime. En ce qui concerne le groupe 7 Dinga 2, la SNEL SA a opté pour un fonctionnement de 12 heures sur 24 chaque jour de 18h à 6h du matin avec une puissance de 162 MW. Cette option est en application depuis le jeudi dernier afin de pallier à un déficit de l'énergie électrique suite au système de délestage constaté depuis le début du mois de novembre dans la capitale congolaise. Les 2 centrales hydroélectriques Dinga 1 et 2 viennent de récupérer au total près de 217 mégawatts et nos envoyés spéciaux Mirendeke, Yvette Makoutima et Fiston Wavinganda y reviendront avec force détail.
Comment approfondir les liens de collaboration entre les membres du cabinet, les agents et cadres de l'administration du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières? Suivez plutôt ces recommandations formulées à l'issue de la clôture de l'atelier de renforcement des capacités. Reportage Nadine Yango. Approfondir les liens de collaboration entre les membres du cabinet et les services de l'administration au ministère de l'Intérieur, tel est l'objectif de l'atelier organisé par le ministère de l'Intérieur à travers le secrétariat général. Pendant 2 jours, soit du 29 au 30 octobre 2020, les participants ont bénéficié des expériences des experts qui sont le professeur d'université, notamment le professeur Labana et plusieurs secrétaires permanents des sous-commissions sous tutelle du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. 11 exposés ont constitué la substance des enseignements dispensés aux agents et cadres du ministère. Plusieurs recommandations ont été formulées pour qu'une bonne harmonie entre tous les services soit bien assurée au sein du ministère. C'est le vice-ministre de l'Intérieur, Innocent Bokele, qui a présidé la séance de clôture. Les enseignements que vous avez ne vont pas rester dans les tiroirs. Il reste une étape importante, c'est l'exécution de l'application de tout ce que vous avez. Aujourd'hui, vous allez comprendre que quand on est au cabinet, ce n'est pas un travail individuel, c'est un travail collectif. À partir du moment où vous avez été formés ensemble, ça montre déjà une cohésion, ça montre déjà une synergie. Et que cette synergie ne peut pas se limiter aujourd'hui, doit être aussi au niveau des actes documentaires. Je ne peux que dire au nom du VEPER, de dire clos les travaux de l'atelier de renforcement des capacités. Il faut noter que ces assises ont été initiées par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba. Et bientôt, vous verrez des taxis électriques en circulation en République démocratique du Congo. Et pour en avoir le cœur net, le ministre de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamugabo, a visité les installations de cette entreprise nouvellement installée à Kinshasa. D'autres détails avec Lopez Kakuba. Encourager ces groupes de jeunes entrepreneurs congolais qui a importé des véhicules électriques à Kinshasa, voilà l'objet de la visite du ministre de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamugabo Baziboué, à cette société de taxis nouvellement installée à Kinshasa. Oui, je suis venu encourager un jeune entrepreneur congolais qui vient d'importer des véhicules électriques. C'est les premiers véhicules électriques qui vont faire les taxis dans la ville de Kinshasa. En tant que ministre de l'Environnement, je dois accompagner cette activité et en faire écho au sein du gouvernement. Ce sont des véhicules qui émettent 0 émission carbone et 0 émission sonore. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est engagé devant l'Assemblée générale des Nations unies à réduire 17% de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est avec ce genre d'activité que nous allons parvenir d'ici l'année 2030 à réduire de 17% nos émissions. Je crois que cet investissement mérite d'être appuyé non seulement par les ministres de l'Environnement, mais également par les ministres de l'Industrie qui a sous tutelle le fonds de promotion de l'industrie, également par les ministres de l'Énergie, les ministres des Finances également, pour quelques exonérations afin que nous ayons beaucoup de taxis électriques dans la ville de Kinshasa et entrevoir de faire autant pour nos provinces pour accompagner l'engagement pris par le chef de l'État devant ses pairs il y a quelques mois. La République démocratique du Congo est déterminée à réduire d'ici 2030 17% des émissions de gaz à effet de serre. Parlons agriculture, quelques jeunes ont présenté devant les banquiers des plans d'affaires des jeunes entrepreneurs du secteur de l'agriculture et de l'agro-business dans l'espoir justement d'obtenir un financement. C'était au cours d'un atelier de finalisation des plans d'affaires des jeunes entrepreneurs initiés par PEJAB. Reportage Angèle Mabiala. Le projet de jeunes dans l'agriculture et l'agro-business, PEJAB en sigle, est l'un des projets du ministère de l'Agriculture, créateur de milliers d'emplois dont les jeunes, les femmes et les hommes ont besoin.
De nos jours, une multitude de jeunes pratiquent l'agriculture sans connaissance ni moyens financiers. D'autres, par contre, terminent leurs études et sont sans emploi. D'où la nécessité de les former, les informer et les encadrer pour un avenir radieux, a dit le coordonnateur du PEJAB. Le secteur agricole que vous avez choisi est plein d'avenir. Vous devrez donc être conscient du haut niveau de l'espérance que le pays place en vous. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Le représentant de l'ITA en République démocratique du Congo a indiqué que son organisme est déterminé à apporter son appui au gouvernement congolais pour promouvoir l'agriculture, pivot de tout développement capable d'assurer la sécurité alimentaire des populations. L'ITA est disponible pour soutenir ces activités. Après 30 années de dur labeur et d'attente, vous avez enfin la possibilité d'avoir un apport, un appui financier pour mettre en place votre entreprise. Le secteur agricole que ces jeunes ont choisi est riche, dit Antoine-Joseph Kassonga. Il y aura des salles pour la formation. Il y aura de la restauration pendant toute une campagne de tous les agriculteurs qui vont accepter dans un rayon de 50 km tout autour de ces stations à se former à des techniques modernes, à faire une agriculture qui doit faire relever les rendements à l'hectare. Un agriculteur qui ne peut toucher que $800, après 3 mois, il va toucher 4 000, voire 5 000, 6 000 $. Je crois que l'agriculture, nous voulons qu'elle nous produise à manger, mais qu'elle enrichisse aussi ceux qui le font. Le ministre de l'Agriculture encourage ces jeunes dans la redynamisation des programmes agricoles. Nous voulons que ces jeunes apprennent à utiliser le sol, les matériels qu'ils acquièrent, les intrants agricoles, les techniques modernes de culture et la commercialisation de leurs produits et l'usinage éventuel. Voilà pourquoi PEJAB est créé. Le PEJAB se veut un véritable appui du gouvernement dans la relance agricole en République démocratique du Congo. Perception de la redevance audiovisuelle sur les véhicules à travers la vignette automobile dans la province de la Tchopo. Le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila, a signé un protocole d'accord à ce sujet avec le gouverneur de cette province. Les détails avec Luxon Kabala. La province de la Tchopo s'engage à collaborer avec le média audiovisuel public congolais en signant le protocole d'accord sur la perception de la redevance due à la RTNC. C'est le sens même de cette séance de travail qui a réuni le gestionnaire au quotidien du média audiovisuel public, Ernest Ilunga Kabila, et le chef de l'exécutif provincial de la Tchopo, Louis-Marie Wale Lufungula, en présence de leurs collaborateurs respectifs. Déterminé à inscrire en ordre utile la Tchopo parmi les provinces qui facilitent la collecte de la redevance due à la RTNC, le gouverneur Louis-Marie Wale Lufungula donne son accord de principe et rassure. La taxe se porte sur la redevance sur les appareils récepteurs des émissions audiovisuelles. Si nous sommes arrivés jusqu'à signer, c'est que nous avons la certitude que cette redevance sera effectivement perçue. Et il reste que nos experts puissent se retrouver pour mettre en place des modalités pratiques de la mise en œuvre de cette perception. Ce qui vient de se passer aujourd'hui ne fait que renforcer la collaboration entre la province de la Tchopo et la RTNC. Et nous disons bon vent à cette collaboration. Ces protocoles d'accord portent essentiellement sur la perception de la redevance audiovisuelle sur le véhicule à travers la vignette automobile dans la Tchopo. Concrètement, il va s'agir de procéder à l'intégration du montant de la redevance dans la structure tarifaire de la vignette automobile. À cet effet, les experts des deux parties vont se retrouver à Kisangani pour arrêter les modalités d'application du dit protocole d'accord. Parlons de l'ONG Initiative Plus. Sa présidente Marie-Olive Lembe Kabila vient de boucler sa mission humanitaire dans le Sud Kivu par Kamituga et la cité de Nyandi. Parmi les actions menées sur place, la prise en charge des enfants avec malformation congénitale et des dons alloués à la population. Reportage Anita Luamba. Ailleurs, on dira que c'est le repos du guerrier. Dans le contexte qui est le nôtre, on parlera plutôt d'une guerrière. Ça n'a pas été un lac tranquille.
la mission humanitaire de Marie-Olive Lembe Kabila dans le Sud Kivu. De Bukavu à Kamituga, elle a parcouru plusieurs villages et chefferies. Olive Lembe a échangé avec les populations locales sur le développement social, les activités agricoles, la paix, l'amour du prochain et l'autoprise en charge des femmes rurales. À Sibamba, l'une des dernières étapes de son itinérance, le lundi 26 octobre, Marie-Olive Lembe Kabila a posé la première pierre pour la construction d'une maternité moderne qui portera son nom. Le Mohamed Dirk Majiri loue la grandeur d'âme de la présidente de l'Initiative Plus. Une notabilité du coin, Norbert Basengezi Kantintima, reconnaît le bien fondé de cette mission humanitaire. À la cité de Nyangezi, qui passe pour être le fief de l'ancien gouverneur du Sud Kivu, Marcela Chisambo, la présidente de l'ASBEL Initiative Plus gravit les marches. 1700 mètres dans ce lieu de pèlerinage des chrétiens catholiques. Une manière de rendre grâce à l'Éternel pour ses multiples bienfaits. C'est qu'elle rédige d'ailleurs dans ce registre de prières. Sous une pluie battante, Marie-Olive Lembe Kabila ne manque pas de remercier les habitants pour l'accueil chaleureux lui réservé. L'occasion était aussi pour elle de passer les salutations de son cher époux, Joseph Kabila Kabange. La boucle, c'est la magnifique île d'Idjui, accueillie par les notables et une foule en liesse. Marie-Olive Lembe Kabila reçoit un diplôme d'honneur pour son aide apportée constamment aux populations dans le cadre des actions humanitaires et sociales. Prenant la parole, elle invite la population à s'inscrire dans la logique de bâtir la nation. Si la femme est forte, c'est elle qui tient la maison. Car elle a le devoir de donner une bonne éducation. Pendant le mois d'octobre, des campagnes de sensibilisation sur les cancers du sein sont organisées par-ci par-là pour prévenir ce fléau. Octobre Rose est une occasion pour le centre hospitalier Nganda de cibler 100 femmes des entreprises. Reportage Jean-Pierre Mouaï. Octobre Rose, le mois d'octobre est consacré spécialement à la lutte contre le cancer du sein. Au centre Nganda, 3 journées de sensibilisation et de dépistage sont organisées du 29 au 31 octobre, où les femmes sont consultées pour se faire et prises en charge s'il le faut. Pour le docteur Soulou, la lutte contre le cancer en général et celui du sein en particulier est un problème sérieux de santé publique, d'où l'importance de sensibiliser massivement la population. C'est une campagne qu'on n'a pas lancée tout seul, c'est avec des partenaires. Et alors nous sommes tous ensemble parce que la lutte contre le cancer ne concerne pas qu'une seule personne et ça se fait en communauté et nous sommes très heureux de pouvoir faire ça ici au centre hospitalier Nganda. Ce qui est très important à partir du cancer, c'est d'abord la connaissance. L'ignorance, c'est ça qui tue. Que tout doit commencer par la sensibilisation et par la connaissance des problèmes qu'on a. Ensuite, c'est dire à ces femmes qu'elles le font partie totalement de la lutte contre le cancer parce que c'est elles qui donnent le premier signal par l'autopalpation mammaire. Pendant ce mois d'octobre, plusieurs campagnes ont été organisées pour toucher la population cible, à savoir les femmes âgées de 35 à 50 ans, pour réduire sensiblement le risque de cette maladie chronique qui prend de l'ampleur. En effet, une prise en charge efficace commence toujours par un dépistage précoce. Matinée d'échange à la Sonaïdroc entre les membres de la délégation syndicale et les agents et cadres de la direction logistique de cette entreprise pétrolière. Les détails dans ce reportage. Plusieurs points ont été évoqués lors de cette rencontre entre les membres de la délégation syndicale et les agents et cadres de la direction logistique de la Société nationale des hydrocarbures du Congo, notamment le message de félicitations à l'égard de leur directeur général, Iber Miyemi, d'abord pour sa bonne gouvernance de sa prise de pouvoir à la tête de cette entreprise et ensuite pour sa bonne gestion comme un père de famille qui se justifie par l'acquisition d'une subvention émanant de la ferme détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est de soutenir tant soit peu l'épanouissement des agents et cadres de la Société nationale des hydrocarbures du Congo. Au cours de cette rencontre, les membres de la délégation syndicale et les agents et cadres de cette entreprise encouragent une fois de plus leur directeur général et promet de soutenir toutes les actions de leur directeur général qui visent à redynamiser les activités de cette entreprise. Ravi des joies du bon déroulement de cette rencontre,
est très attentif aux préoccupations qui ont été formulées. Iber Mihimi, directeur général de cette entreprise, promet de résoudre ces problèmes dans un délai bien défini avec le souhait du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le peuple d'abord. Profitant de cette occasion, le directeur général de cette entreprise, Iber Mihimi, appelle les agents et cadres à faire bon usage de nouveaux matériels mis à leur disposition. S'agissant des réseaux mafieux au sujet de la spoliation de leur patrimoine par les prédateurs, le directeur général de cette entreprise, Iber Mihimi, condamne cette pratique. Nous disons aux autorités de ce pays de faire quelque chose. C'est notre patrimoine, c'est pour l'État. On ne peut pas tolérer ça. Les gens viennent dire n'importe quoi, ils fabriquent même des certificats, des faux certificats pour vous ravir les parcelles. C'est comme ça qu'ils s'est limité. Et nous, les gens de la SONEDO, nous disons non, 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 non. Parlons de ce premier forum politique organisé par la Ligue des jeunes de l'UDPS, l'actualité politique et la participation des jeunes au développement. 2 points à l'ordre du jour, nous dit Eric Kabamba dans ses commentaires. La vision du chef de l'État était au centre de la rencontre de jeunes de l'Union pour la démocratie et les progrès social. Premier forum de ce genre, le docteur Emani Dioko, président national de la Ligue de jeunes, s'est fait accompagner des différentes personnalités, dont le secrétaire général Augustin Kabouya, Jules Alinguete, inspecteur général de finances, André Wembo, ambassadeur itinérant du chef de l'État et plusieurs cadres du parti. Prenant la parole, le secrétaire général a fait le point sur l'actualité de l'heure, principalement les consultations convoquées par le chef de l'État. Emani Dioko, quant à lui, a dans son message aux jeunes sollicité la participation de jeunes au développement du pays dans l'entrepreneuriat, ouvrant la voie aux emplois de jeunes. Il faut former les jeunes, il faut informer, donner la bonne information. C'est pourquoi nous sommes venus ici pendant plus de 5 heures. Nous sommes restés ensemble pour cogiter et on a eu faire appel à des experts sur des matières bien ciblées parce qu'il y avait des panels. Il y avait un panel purement politique où le secrétaire général a insisté sur l'information et la bonne information. Et nous avons eu le deuxième panel, c'était panel économique ou c'est technique. Il y a eu des économistes qui ont intervenu, un entrepreneur expert qui nous a boosté sur comment avoir un esprit entrepreneurial. L'UDPS qui basa sa ligne derrière l'initiative du chef de l'État pour des consultations dans l'optique de fédérer les énergies pour le développement du pays. C'est un reportage de Cédric Kenina et Nonon Matsé. L'UDPS qui basa salue le courage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour garantir le bon fonctionnement des institutions de la République en usant de l'ouverture comme méthodologie dans la gestion de la chose publique. Et les consultations qu'il a initiées en sont la preuve. L'UDPS Kibasa a accueilli avec grande satisfaction le message du président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, adressé à la nation en date du 23 octobre 2020. L'UDPS Kibasa salue le courage de son Excellence Monsieur le Président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions dans son élan d'assurer une réelle dynamique de collaboration de toutes les institutions dans l'intérêt supérieur de la nation. Un soutien au conditionnel à la nouvelle dynamique. L'UDPS Kibasa réitère son soutien total au chef de l'État et son accompagnement dans sa démarche d'ouverture à travers les consultations annoncées dans son allocution télévisée du 23 octobre 2020. L'opportunité est donc donnée à toutes les forces politiques de la société et de la société civile de saisir la main tendue du chef de l'État, de se rassembler dans cette union sacrée afin de sortir la nation de cette crise politique qui ne profite pas au peuple congolais. L'UDPS Kibasa demande aux députés toutes tendances confondues. L'opportunité vous est donnée de prendre votre courage et rallier l'union sacrée afin de justifier votre mandat en plaçant l'intérêt de la nation avant toute autre considération.
Il n'est jamais trop tard pour bien faire des dons. Et au PPRD, les jeunes kabylistes s'intéressent à la Constitution et ses dispositions. Une matinée scientifique à ce sujet a été initiée avec comme orateur le professeur Jacques Njoli. C'est un reportage de Mireille Ndeke. La jeunesse kabyliste poursuit sa campagne de vulgarisation autour de la Constitution. Ne touche pas à ma Constitution, c'est le thème interpellateur de cette campagne lancée à Kinshasa et sur toute l'étendue de la RDC. La jeunesse kabyliste qui s'approprie les dispositions de la Constitution de la République attend les défendre à tout prix. Pour cette structure, avec comme référence le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, l'heure est opportune pour éclairer la lanterne de la jeunesse sur ces dispositions afin d'inciter les décideurs au respect de la Constitution. Le concours du professeur Jacques Njoli a été très bénéfique pour l'assistance. Nous voulions partager avec eux comment s'articule cette sacralité, en définissant ce que c'est une constitution, en donnant les contenus d'une constitution, l'importance d'une constitution, les mécanismes de protection d'une constitution et l'évolution du constitutionnalisme chez nous. Et finalement, la conclusion qui est que nous devons tous nous convertir aux valeurs, aux principes, aux mécanismes qui s'articule autour du constitutionnalisme. Cet événement est l'une des actions importantes pour cette structure qui suit de très près l'actualité politique de l'heure au pays. C'est que nous avons compris que la constitution en vigueur aujourd'hui est une constitution qui est en fait la suite des compromis politiques. Donc elle a voulu à ce que tout ce qui est conflit soit réglé dans la Constitution. Il y a lieu de souligner que cette campagne a pour objectif d'amener la population congolaise à bien cerner la portée du devoir patriotique de jeunes et la nécessité de préserver la paix, la cohésion nationale et tous les acquis de l'alternance pacifique, et ce, dans l'intérêt supérieur de la nation. Découvrant ce communiqué, le Collège des hautes études de stratégie et défense a le plaisir d'informer qu'il organise ce samedi 31 octobre 2020 la double cérémonie de clôture de l'année académique 2019-2020 et de l'ouverture de l'année académique 2020-2021. La dite cérémonie aura lieu au Chest, 6 avenue des Forces armées ex-haut commandement, quartier Joseph Kabila, commune de la Gombe. Le programme se déroulera comme suit. De 7h à 8h20, arrivée des personnalités invitées selon les heures indiquées sur l'invitation. 8h25, arrivée du chef d'état-major général de FARDC. 8h35, arrivée des membres du gouvernement, arrivée du président de la commission de la CEAC, arrivée du ministre gabonais de la Défense, représentant de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon et parrain de la 5e session ordinaire du Chest. 8h37, arrivée du président de la Cour constitutionnelle. 8h40, arrivée du Premier ministre chef du gouvernement. 8h45, arrivée de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. 9h, arrivée du président de la République, commandant suprême des FARDC, accueil, honneur militaire et vue des troupes, installation, hymne national, annonce du programme et début de la cérémonie. Notez bien, le Collège de hautes études de stratégie et de défense insiste que pour des raisons de protocole et de sécurité, l'accès au site de la manifestation ainsi que le départ se feront exclusivement en direction de la halle de la Gombe et de l'école des finances. Seules les personnalités et officiers militaires invités auront accès aux installations du Collège des hautes études de stratégie de la défense. Au parti lumumbiste unifié et allié, l'heure est à la sensibilisation. Le secrétaire permanent du comité national Godefroy Mayobo appelle les militants du parti à taire les divergences inutiles. Ce 28 octobre 2020, la direction légale et légitime du parti lumumbiste unifié et toute l'opinion en général ont été désagréablement surprises d'apprendre qu'un soi-disant secrétaire général AI du parti,
aurait décidé d'exclure définitivement de celui-ci le camarade Godefroid Mayobo, actuellement secrétaire permanent AI et porte-parole du parti, membre du bureau politique du parti et unique idéologue de celui-ci tel que nommé en son temps par feu le vénérable patriarche Antoine Gizenga, alors secrétaire général chef du parti. Cette ridicule décision est non seulement nulle et de nul effet du fait de sa prise par ce secrétaire général AI qui est inexistant dans les statuts du parti, mais aussi illégale suite à la non-reconnaissance du même sieur par l'autorité étatique régulatrice du fonctionnement des partis politiques en RDC, à savoir le ministère de l'Intérieur. La même décision est également comique, car provenant d'un personnage qui a déserté le siège national du parti et qui n'est plus reconnu par les membres. Les dirigeants du parti doivent être signalés au ministère de l'Intérieur qui les reconnaît et leur confère la légalité par une prise d'acte. Il s'est fait que les sieurs, dont question plus haut, avait tenté d'obtenir cette reconnaissance légale du ministère le 21 juin 2020, mais celui-ci lui avait refusé le 29 juillet 2020 pour défaut de conformité au statut du parti et à la loi sur les partis politiques en RDC. A contrario, pour les camarades Godefroid Mayobo, l'avis du ministère fut favorable et il fut reconnu légalement comme secrétaire permanent AI et porte-parole du parti, occupant actuellement les fonctions de tête de l'exécutif du parti. Dès lors, peut-on comprendre et accepter qu'une personne illégitime, sans titre ni qualité, puisse exclure du parti celui qui en est légalement et légitimement le capitaine? Il est donc évident que la décision de M. Ngabou, soi-disant secrétaire général AI, est une imposture qui a un caractère vexatoire punissable par la loi. M. Ngabou, légalement deuxième secrétaire permanent adjoint du parti, est appelé à éviter de semer la confusion dans la tête des militants du PALU et de l'opinion en général. Découvrons cet avis au public suite aux opérations de recouvrement forcé de ces créances lancées auprès de ces débiteurs insolvables et par des décisions judiciaires irrévocables. Le Fonds de promotion de l'industrie a récupéré plusieurs immeubles aussi bien à Kinshasa que dans les provinces. Et a obtenu les certificats d'enregistrement de tous ces immeubles. Le FPI informe le public de leur vente. Il s'agit de 14 immeubles à Kinshasa, 3 immeubles à Lubumbashi, au Katanga, 7 immeubles à Matadi, Congo central, 1 immeuble à Beni, Nord Kivu, 3 immeubles à Bukavu, Sud Kivu, 2 immeubles à Kisangani, province orientale, 1 immeuble à Gemena, Sud Ubangi. Au total, c'est 31 immeubles. Pour toute information technique et complémentaire, le FPI prie les personnes intéressées de se rapprocher de la direction du patrimoine et de la logistique à la direction générale du FPI, 6 avenue 4, avenue Lokele, Kinshasa, Gombe. S'agissant des immeubles situés en province, le FPI invite les personnes intéressées à se rapprocher des différentes directions provinciales, agences et antennes du FPI parsemées à travers la République aux adresses ci-après: Lubumbashi, avenue Maniema numéro 48, commune de Lubumbashi; Matadi, avenue de la Poste numéro 24, ville basse, commune de Matadi; Beni, avenue des Églises numéro 5, commune de Béou; Bukavu, avenue Nyawera numéro 3, commune d'Ibanda; Kisangani, boulevard du 30 juin, numéro 36, commune de Makiso; Gemena, confère antenne de Zongo située sur l'avenue Mobutu. Par ailleurs, le FPI invite aussi les personnes intéressées par ces ventes de consulter son site web www.fpi-rdc.cd pour plus des détails. Les anciens propriétaires de ces immeubles encore intéressés par ces ventes peuvent toujours présenter leur offre de rachat. Suivons à présent Honoré Baya qui appelle à la prise de conscience de la jeunesse.
Mon message, c'est un message que j'envoie ça uniquement à la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise, vous devez arrêter à être utilisée par les politiques parce que vous êtes devenus l'objet de manipulations pour les intérêts égoïstes et personnels des gens qui sont là seulement pour utiliser la jeunesse uniquement pour leurs intérêts individuels. C'est pour cela qu'en tant que responsable de la jeunesse dans les pays du Grand Lac, je dis à la jeunesse congolaise, le chef de l'État vient de lancer un message très très capital. Il a fait au moins minimum 6 minutes. Et quand quelqu'un vous donne 6 minutes pour son message, et il a dit presque tout, c'est juste pour vous montrer que non, il est déterminé. Et nous aussi, la jeunesse, nous devons être déterminés. Si un politicien vient vous voir que non, moi je vais faire ça, il faut lui demander, vous nous avez donné combien d'emplois? Vous avez changé notre vie à quoi? On sait le temps que cette personne ne vous a jamais donné ni travail, ni quoi. Mais le travail doit être à respecter les normes qui nous régissent, notre constitution, et pas le travail pour faire des choses qui sont inutile pour le développement de notre pays. Parce qu'on dit que non, la jeunesse c'est l'avenir de demain. Moi je dis non, parce que la population congolaise, 70%, elle est jeune. La jeunesse congolaise, nous devons arrêter d'être exploités par les politiques parce que ce pays nous appartient. Et je dis aussi à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, pour les consultations que vous avez lancées, quel type de gens doivent être invités? Moi je préférais que les mamans maraîchères puissent aussi être représentées, même les pêcheurs doivent être là, même les riverains, même nous les cultivateurs, même les agriculteurs, nous devons être, parce que notre message, ce n'est pas aux politiques d'aller donner nos idératas, même les gens qui sont au niveau de Kaouzu-Biega, même les gens qui sont au niveau de Agbodi, même les gens qui sont au niveau de Moupopa, c'est à nous-mêmes de venir expliquer nos problèmes. C'est pour cela que nous préférons que ces consultations, même au niveau de l'intérieur, qu'on puisse appeler des gens qui viendront avec leur message. Ainsi s'achève ce journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. 22h, Lopez Kakouba va me relayer sur ce même plateau pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.